La SEC des États-Unis a lancé une poursuite judiciaire contre Coinbase et Binance. La SEC ici représente en fait l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Et comme on dit au quartier, la SEC tape sec sur les cryptos. En effet, elle accuse les grosses plateformes d'avoir opéré en tant que exchange alors qu'elles ne sont pas enregistrées en tant que telles. Ça, c'est entre autres. Ces deux affaires font partie des efforts de Gary Gensler, le président de la SEC, de démontrer en fait sa capacité à réglementer l'industrie de la crypto. Il a par ailleurs qualifié cette industrie de Wild West, donc un monde sans loi où on fait tout et n'importe quoi. Car il estime que cette industrie a détruit la confiance des investisseurs dans les marchés financiers américains. Gensler a déclaré ceci sur CNBC. L'ensemble du modèle d'échange semble non conforme aux lois américaines sur les valeurs mobilières et nous leur demandons de se conformer. Les entreprises de crypto ne sont pas tout à fait d'accord avec la démarche de la SEC. Elles disent que les règles de la SEC ne sont pas claires et que l'agence va trop loin en essayant de les réglementer. Après cette sortie du président de la SEC, Coinbase a subi des retraits de manière drastique, catastrophique, mais alarmante d'environ 1,3 milliard de dollars des clients, selon les premières estimations de la compagnie de données Nansen. En réponse à la SEC, Paul Grewal, l'avocat général de Coinbase, a déclaré dans un communiqué que la société continuerait à fonctionner comme d'habitude et avait démontré son engagement envers la conformité. 10 États américains par ailleurs ont également accusé Coinbase de violation de la législation sur les valeurs mobilières, ce qui a entraîné naturellement une chute de pratiquement 21% des actions de Coinbase en bourse. Donc on a en réalité plusieurs États qui ont subi ce genre, enfin qui ont manifesté ce type d'accusation, à savoir par exemple l'État de Californie, Alabama, on a aussi dans le New Jersey et bien d'autres. On a une dizaine en tout cas. Par ailleurs, la SEC a accusé Binance de plusieurs motifs, à savoir, entre autres, gonfler les volumes des transactions, c'est-à-dire manipuler les volumes de transactions, détourner les fonds des clients, de mélanger de manière inappropriée les actifs, de ne pas avoir réussi à éloigner les riches clients américains de sa plateforme et d'avoir induit les clients en erreur sur ces contrôles-là. Binance s'est engagé à se défendre de manière vigoureuse contre le procès qui, selon lui, reflétait le refus erroné et conscient de la SEC de clarifier l'industrie des cryptos. Donc, il y a anguille sur roche. Suite à cette effervescence, naturellement, du côté de Binance, on a également vu des retraits de manière catastrophique à l'ordre de près de 790 voire 800 millions de dollars en l'espace de quelques jours seulement selon les estimations de l'entreprise Nansen. Et la SEC a déposé une requête demandant le gel des avoirs immédiat des avoirs américains dans les affaires Binance. Donc du coup, vous voyez à quel point la SEC est en train de taper sec vraiment sur ces deux plateformes là qui sont en fait les deux mastodontes en fait en ce qui concerne les cryptos. Et donc du coup, si elles tuent déjà en fait ces deux géants, on pourra potentiellement avoir des répercussions assez importantes. La question c'est de savoir dans cette vidéo quels sont les points d'accusation concrètes que la SEC a contre Coinbase. On va voir ça en détail. Quelles sont les potentielles implications à court, à moyen, à long terme sur les marchés des cryptos? Ça, je pense, va intéresser, ce qui va intéresser en réalité la majorité des investisseurs et éventuellement les traders. Et quelles sont les actions concrètes, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on a des implications, on voudrait également voir qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite. Quelles sont les actions qu'on peut mener là tout de suite en tant qu'investisseur, en tant que trader. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sans plus tarder, intro. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici c'est le Dr Idriss Afak de la chaîne Afro Forex. Sur cette vidéo, bien sûr, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance, business, mindset et bien d'autres encore. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, je t'invite à t'abonner. Je t'invite bien sûr à liker la vidéo. Je t'invite à la partager parce que c'est entre nous que nous pourrions bien entendu impacter de manière massive la communauté en ce qui concerne la vulgarisation des connaissances
en économie, en trading, en finance, pour pouvoir bien sûr permettre l'accès aux connaissances de l'argent, aux connaissances de la finance qui fait la pluie et le beau temps dans nos vies respectives. Par ailleurs, AfroForex a lancé un super jeu concours qui te permet de pouvoir gagner un coaching gratuit de 1 heure de temps avec moi. Il s'agit tout simplement de pouvoir liker cette vidéo, partager au maximum et de pouvoir bien sûr taguer 5 personnes en commentaire. Donc les heureux gagnants vont être sélectionnés bien sûr à la fin du mois, donc après un mois d'écart. Donc d'ici la fin du mois de juillet, on va sélectionner les meilleurs engagés en ce qui concerne ces actions-là. Donc à chaque vidéo qui sortira sur AfroForex, tu n'as qu'à partager, liker, taguer des personnes qui s'intéresseraient à la vidéo et en commentaire. Et là, tu serais déjà parmi les candidats potentiels qui pourront gagner des coachings gratuits avec moi. Donc, ceci étant dit, on va aller dans le vif du sujet. Coinbase. Donc, quels sont les points sur lesquels on est en train de poursuivre concrètement la plateforme, n'est-ce pas, d'échange de crypto. On va essayer d'entrer un peu plus en détail sur ces points. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans sa plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a déclaré que Coinbase avait depuis au moins 2019 gagné des milliards de dollars en opérant comme exchange. Tout ceci en évitant les exigences requises pour protéger les investisseurs. La SEC a déclaré que Coinbase a permis l'échange d'au moins 13 cryptos qui sont considérés comme des titres de valeur mobilière, n'est-ce pas, qui auraient dû être enregistrés comme des titres de valeur mobilière. On va dire ceci. Donc, ils ont été échangés comme si c'était des actions pour vous donner l'explication. Et parmi ces cryptos, on peut citer Solana, Cardano, Polygon, je crois Mana et bien d'autres. Algorand. Donc, il y en a pas mal de cryptos comme ça qui ont donc subi le coup, n'est-ce pas, de la SEC. Donc, c'est-à-dire, quand on dit subir le coup, c'est tout simplement les poursuites judiciaires que la SEC a entamé contre la plateforme. On a vu des plateformes comme Robinhood et bien d'autres qui ont délisté directement ces cryptos-là de leur plateforme de peur d'être poursuivis de manière judiciaire par la SEC. Ok? Ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est que sur les points d'accusation que la SEC a mis sur la table, n'est-ce pas, on a clairement le fait que Coinbase a opéré comme exchange alors que Coinbase semble aller beaucoup plus loin qu'un exchange. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un exchange est en fait une institution financière qui fait de l'intermédiation financière, qui permet les échanges de monnaie, qui permet la rencontre entre les demandeurs et les vendeurs, les demandeurs et les offreurs de monnaie. Et ce dont on parle ici, c'est des crypto-monnaies. Mais le problème, c'est que la SEC ne considère pas certaines crypto-monnaies comme telles, n'est-ce pas, comme des crypto-monnaies, comme des monnaies. Elle considère cela comme des actifs, des actions d'entreprise. Donc, c'est comme si Coinbase permettait en réalité l'échange d'actions d'entreprise et non l'échange de crypto-monnaies, comme on le dit clairement. Voilà le point d'achoppement. Allons encore plus loin dans certains détails. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2012, Coinbase a été fondé et a récemment servi plus de 108 millions de clients, n'est-ce pas? Et a terminé le mois de mars récent avec 130 milliards de dollars en valeur d'actifs, n'est-ce pas? Crypto et de fonds de clients dans son bilan. Les transactions ont généré quasiment 75% de ces 3,5 milliards de dollars de revenus nets l'année dernière. Donc, ça, c'est l'ensemble des transactions qui ont été effectuées sur Coinbase. Donc, 75%. Donc, 75% de ces transactions, enfin, les transactions de manière générale ont généré en fait plus de 3 milliards, n'est-ce pas, en termes de revenus, en termes de rentabilité au cours de l'année dernière, ce qui est énormissime. D'accord? Donc, à côté de ça, maintenant, il y a un plan de récompense de jalonnement qui compte environ 3,5 millions de clients. Donc, Coinbase regroupe ses actifs crypto et les utilise pour soutenir l'activité sur le réseau blockchain en échange des récompenses qu'il offre aux clients après avoir pris une commission pour lui-même. Le procès de la SEC demande des amendes civiles, la récupération des gains mal acquis et une injonction. La SEC avait averti Coinbase en mars que l'accusation pourrait être à venir. Donc, que des accusations pouvaient en réalité venir sous peu.
Pour appuyer cela, le chef de la police de la SEC avait mentionné: vous ne pouvez tout simplement pas ignorer les règles parce que vous ne les aimez pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas au Far West, on n'est pas dans la cour du roi Péto où on fait tout et n'importe quoi. C'est un peu l'idée que le chef de police de la SEC a mis en avant et a déclaré lors des dernières semaines. Le New Jersey a infligé une amende de quasiment 5 millions de dollars à Coinbase pour avoir vendu des titres non enregistrés. Donc, à la base, dans leurs accusations, ils considèrent que les crypto-monnaies en question sont des titres en fait. Opèrent sont en réalité, ont des fonctionnalités de titres de valeur mobilière, ont des fonctionnalités d'actions d'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre Cardano, on va dire que Cardano est en réalité une action de l'entreprise Cardano et non une crypto-monnaie parce qu'il y a une grosse différence. Quand on dit action, ça veut dire que tu investis sur la compagnie, tu achètes des parts de la compagnie. Par contre, quand tu dis tu achètes la crypto-monnaie Cardano, ça veut dire que tu es en train d'acheter en réalité de la monnaie. Tu es en train d'entrer dans l'écosystème Cardano pour pouvoir éventuellement opérer dans d'autres éléments. Peut-être ça peut être d'acheter des voitures, ça peut être pour acheter d'autres items, n'est-ce pas? Donc, ça dépend de ce que tu voudrais faire dans l'écosystème Cardano. Ce qui est bien différent de ce qu'on dirait acheter des actions. Donc, il faut faire très attention. Je crois qu'il y a quand même des éléments d'ambiguïté à ce niveau et qui demandent d'être clarifiés. Je pense que la SEC a mis le dossier sur la table afin de pouvoir soulever le débat de la question concernant les crypto-monnaies. Est-ce que les crypto-monnaies sont concrètement des monnaies à part entière ou alors ce sont des actions d'entreprise? Ça, c'est la question qui est sur la table en réalité. C'est le débat qui va véritablement meubler les discussions lors des procès qui vont être menés au fur et à mesure entre la SEC et ces plateformes-là. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est que la répression sur les crypto-monnaies par Gensler a incité l'industrie à renforcer la conformité, c'est-à-dire de plus en plus, les entreprises qui font dans la crypto seront obligés de se conformer pour certains, de suspendre certains produits parce que à la limite, elles vont être poursuivies de manière judiciaire. Aussi, il faut comprendre que la répression sur les crypto-monnaies de Gensler a incité des décisions assez drastiques en ce qui concerne l'industrie de la crypto. On va remarquer qu'il y a des entreprises qui opèrent dans la crypto qui ont décidé de renforcer leur conformité, c'est-à-dire de pouvoir se ranger dans la réglementation en vigueur en ce qui concerne les marchés financiers aux États-Unis. D'autre côté, il y a des entreprises qui ont décidé de suspendre totalement certains produits. À l'occurrence, j'ai cité ici Robinhood qui a supprimé certaines cryptos dans son listing, n'est-ce pas? Ce qui fait que les personnes qui sont sur cette plateforme-là ne pourront plus trader. Et d'un autre côté, on a des entreprises qui ont décidé de quitter définitivement les États-Unis pour aller s'installer ailleurs. On a Christine Smith, PDG du groupe Commercial Blockchain Association, qui a rejeté de manière brutale les efforts de Gensler pour l'idée de vouloir superviser l'industrie. Et donc, du coup, elle précise que nous sommes convaincus que les tribunaux prouveront que le président Gensler a tort à temps voulu. Donc, c'est ce qu'elle a essayé de dire, en tout cas, ces récents moments. Et donc, du coup, on se pose maintenant la question de savoir quelles sont donc les conséquences potentielles qu'on pourrait avoir de manière supplémentaire sur le marché précisément. Parlant de conséquences à court, moyen, long terme sur les cryptos, il faut comprendre que c'est qu'il y a plusieurs enjeux sur le marché des cryptos. Tout ne va pas être linéaire, donc il faut comprendre déjà ça d'entrée de jeu. Et surtout, si les poursuites judiciaires s'intensifient, ça risque de créer des chutes encore brutales sur les crypto-monnaies à court terme, donc à court terme, à là tout de suite. Donc c'est normal. Donc s'il y a des restrictions, s'il y a un tapage solide de la SEC sur toutes les cryptos, c'est sûr que certains vont disparaître, certains vont quitter les États-Unis, certains vont décider de se conformer. C'est toujours comme ça que ça a été, quel que soit le contexte, que ce soit dans la bulle Internet, lors de la bulle Internet, lors des autres contextes qu'on a pu voir dans l'historique. Mais il faut faire attention en réalité à cette situation qui est en train de se manifester parce que cette chute dont je viens de parler, elle peut être obtenue toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire si on n'a pas d'autres phénomènes qui viennent influencer les crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies et qui pourront impacter les décisions des investisseurs
à court, moyen ou long terme. Alors, il faut savoir que à côté de cela, on aura d'autres événements assez importants. On a même déjà des événements importants qui sont en train de se manifester. Déjà, on a des enjeux énergétiques sur le Bitcoin. On a le halving qui arrive à grands pas. On a les enjeux avec l'entrée des gros poissons tels que BlackRock avec leur ETF potentiel. Cette chute sera probablement mitigée à moyen terme, c'est-à-dire d'ici 2024. Je tiens à rappeler que le halving, c'est pour avril 2024, donc dans environ 10 mois exactement. Du coup, on pourrait avoir des mini-chutes de temps en temps, donc on a des petites chutes et suivies par des remontadas très puissants. Donc, voilà un peu comment le schéma va se décrire. Si on prend le graphique du Bitcoin, par exemple, on va se rendre compte qu'il y a des chutes. Après, ça remonte, mais brutalement, de manière verticale. Et ça, c'est un effet d'euphorie des personnes qui avaient loupé d'entrée lorsque le prix était à 15 000 et qui ne voudraient pas rater l'occasion ultime. Donc, dès que ça n'a pas frappé un niveau clé important, boum, on entre. C'est pour ça qu'on voit les comportements qu'affiche le Bitcoin récemment depuis janvier 2023. Donc, ça, c'est un point important. C'est un effet qu'on va appeler, qu'on va caractériser d'euphorie sur le marché des cryptos de manière globale. Aussi, il faut noter que les cryptos zombies vont certainement disparaître. Je parle ici des cryptos qui jouent en général sur les effets de communauté ou d'influence d'Elon Musk sans faire une forte proposition de valeur naturellement. Donc, des cryptos tels que les meme coins, les shitcoins, tout ce que vous voulez dans ce sens-là, ce sont des cryptos qui risquent de disparaître sans délai parce que dès lors que la réglementation sera en vigueur, les poursuites, la chasse aux sorcières va s'organiser et elles ne vont disparaître que par elles-mêmes. C'est-à-dire, pour ne pas avoir la sec sur le dos, elles vont dire tranquillement, on ferme nos affaires, trouver une excuse pour fermer ou alors se réglementer parfaitement dans la mesure où ils avaient l'intention véritablement d'être sérieux. Ou alors, elles vont décider d'aller s'installer purement ailleurs. À long terme, il faut dire que les crypto-monnaies qui ont des vrais fondamentaux solides, on va citer ici par exemple Bitcoin, Ethereum, Cardano et bien d'autres, vont potentiellement prendre davantage de valeur car les politiciens aux États-Unis par exemple commencent à mettre cela sur la table, la décision de pouvoir adopter les crypto-monnaies ou pas, donc la décision de pouvoir adopter les stablecoins ou pas. Donc ça va créer encore un effet d'effervescence sur les marchés parce que ça va rendre encore plus connu, plus populaire, plus vulgaire l'utilisation des crypto-monnaies dans l'écosystème à l'échelle nationale du côté des États-Unis, non seulement, mais aussi à l'échelle mondiale parce que ça va clairement démystifier en fait les crypto-monnaies de manière globale. Mais cela étant dit, la question qu'on va se poser maintenant, c'est de savoir quelles sont les actions concrètes qu'on doit prendre si on est investisseur. Quelles sont les actions concrètes qu'on doit prendre si on est trader. Maintenant, déjà, il faut bien entendu comprendre que ces actions dépendent de ton style de trading, de ton style, de quel est ton horizon de temps, quel est ton objectif. Comment est-ce que tu prévois déployer ton objectif? Donc, ça dépend de tous ces paramètres-là et bien d'autres que je n'ai pas cités ici. Et il faut comprendre que tout dépendra bien sûr de la question de savoir si tu es un investisseur long terme ou un trader court terme. Alors, commençons par le cas d'un investisseur long terme. Si tu es un investisseur long terme, c'est sûr qu'il faut viser des horizons de temps encore plus élevés, voire 1 an, 2 ans, 3 ans, plus. N'est-ce pas? Éventuellement, selon les décisions à prendre, n'est-ce pas? Selon des décisions que tu dois prendre, selon tes objectifs que tu dois atteindre, tu dois bien sûr t'assurer de viser des objectifs un peu plus prétentieux, tout en continuant de surveiller bien sûr les comportements du marché au point où s'il y a des situations catastrophiques sur le marché, tu dois t'arranger peut-être à sauver une partie de ton capital. Voilà. Mais encore une fois, gardez en tête que quand tu es investisseur long terme, tu cibles la tendance et non les cycles de marché. D'accord? Et donc, du coup, par exemple, sur le Bitcoin, tu peux t'amuser à surveiller, par exemple, des opportunités que tu saisis afin de pouvoir peut-être afin de pouvoir voir peut-être le Bitcoin atteindre les 50 000, les 60 000, les 70 000, voire les 100 000 dans les années à venir. Là, je parle vraiment dans l'horizon de temps 2 ans, 3 ans. Et peut-être 1 an selon que le halving va venir peut-être exploser et puis après ça va se solder par une chute supplémentaire. Donc, tout dépend de ta perception du marché encore une fois. Et ceci n'est pas un conseil en investissement. Tu dois prendre tes décisions de manière convenable, de manière responsable.
Si tu es trader, c'est clair que tu peux envisager des achats avec des objectifs moins prétentieux. Tout à fait normal parce que le trader, son rôle, c'est de pouvoir cibler les cycles de marché. Identifier les cycles de marché, ce que j'appelle souvent des mini bull run, n'est-ce pas? Donc, on a un contexte macroéconomique qui se manifeste et donc, du coup, ça va affecter le Bitcoin à la hausse, ça va affecter Ethereum à la hausse et cette hausse-là ne va pas être perpétuelle. Elle va monter jusqu'à atteindre ce qu'on va appeler les zones optimales de trading et elle va éventuellement chuter encore. C'est un peu ce qui s'est passé récemment avec l'effet BlackRock sur le Bitcoin et donc on a vu le Bitcoin exploser pour aller chercher les 30 000 et on est revenu un peu à la charge récemment, n'est-ce pas? 31 000 même on avait atteint et donc on est revenu un peu à la charge au niveau des 29 000 hier et voilà, ça a donné ce que ça a donné et donc du coup, il faut tout simplement faire attention. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la vérité est que les marchés sont très changeants, les marchés sont très dynamiques et il faut avoir plusieurs stratégies dans ton sac pour pouvoir t'adapter aux différents contextes de marché qu'on pourrait avoir. Ce qui se passe, c'est que quand je travaille en formation avec les étudiants, je vais en détail sur les différents contextes de marché qu'on pourrait avoir et donc du coup, comment est-ce que tu dois t'adapter en fonction du contexte du marché parce que si on passe d'un trimestre à l'autre, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Si on va, je sais pas, d'une saison à l'autre, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Si on a des pleines lunes, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Si on a des phénomènes particuliers politiques, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Et on suivait des niveaux optimum de trading afin de pouvoir profiter au maximum. Voilà. Donc, bien entendu, c'est ce qui se fait avec les étudiants dans le programme de formation pro, n'est-ce pas, où je détaille une batterie de stratégies comme ça et qui leur permet de pouvoir trader en toutes circonstances, quel que soit le contexte du marché et qui leur permet donc de devenir rentable selon le contexte. Donc, que tu préfères trader swing trading, day trading ou alors tu préfères trader les crypto-monnaies, les paires de devises, les indices et bien d'autres, c'est selon ton choix. Voilà pourquoi tu dois développer une batterie de stratégies en main. Un trader pro n'a pas qu'une seule stratégie. Il a toujours connaissance d'une batterie de stratégies. Lorsque le contexte du marché change, il essaye d'adapter rapidement son trading à ce nouveau contexte-là. Et bien entendu, la meilleure chose que tu peux avoir encore dans cette formation, c'est des stratégies secrètes que je partage avec les étudiants qui leur permet de gagner 2000 $ par mois, n'est-ce pas, en se faisant financer, n'est-ce pas. Ils ne traitent pas leur propre capital et ils tradent sans stress. Que tu sois du côté de l'Afrique, que tu sois du côté de la diaspora, c'est une aubaine sans pareil parce que beaucoup de traders veulent trader, mais ils n'ont pas de capital. Et là, sur le coup, il y a des données qui ont changé. Donc, si tu rejoins la formation, on te donnera tous les détails, on te donnera les secrets pour pouvoir y arriver, comme je le fais déjà, n'est-ce pas? Et comme je voudrais partager avec les autres comment est-ce que eux aussi peuvent le faire. Et donc, ça te permettra de pouvoir passer à la vitesse supérieure. Si tu es du côté de la diaspora, tu voudrais proposer une formation à tes proches. Voici une aubaine sans pareil. Pareil pour celui qui est du côté de l'Afrique. Voici une aubaine sans pareil. Donc, contactez-nous via les numéros qui sont en description de la vidéo. Ça nous permettra de vous apporter plus de détails sur la formation, sur les programmes de formation qui vont être là. Je tiens à rappeler que le nombre de places est limité, donc dépêchez-vous le plus vite possible parce que c'est une aubaine sans pareil. Le but ultime d'AfroForex, c'est de former des personnes, des centaines de personnes qui vont décrocher des financements de 50 000 $ et gagner en moyenne 2000 $, donc environ 1 200 000 francs CFA par mois en moyenne, n'est-ce pas? Et ça, c'est un objectif louable et ultime que je travaille de fond en comble avec les étudiants. Si tu veux faire partie de l'aventure, contacte-nous le plus rapidement possible et on va voir dans quelle mesure mettre en place des modalités pour que tu puisses réserver ta place. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà un peu l'idée globale. Il faut garder en tête que si tu es trader, tu dois jouer sur les cycles de marché et avoir des objectifs assez raisonnables et sortir du marché le plus tôt possible parce que les données peuvent changer et tu dois être prêt à capter les cycles progressivement quand le temps passe, n'est-ce pas? En général, lorsque tu fais bien les choses, tu peux véritablement sortir avec une plus-value beaucoup plus importante que quelqu'un qui avait fait juste de l'investissement, acheter une fois et attendre indéfiniment. Donc, voilà, ça c'est clair et net, c'est
précis. Donc déjà, dis-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bien sûr, prends le soin de liker au maximum. Prends le soin de partager au maximum. Dis-moi en commentaire si tu as des questions. Si tu veux avoir plus de détails sur les stratégies secrètes que tu peux mettre en place sur le Bitcoin afin de profiter des cycles. Par exemple, j'ai plusieurs stratégies qui me permettent de faire du 1000% sur le Bitcoin malgré le fait que on ne fait que à faire des allers-retours d'à peine 5%. Donc, voilà, c'est des stratégies que je mets en place et qui me permettent de pouvoir générer des gros gains selon le contexte du marché sur les cryptos. Donc, ceci étant dit, si tu as aimé, partage la vidéo au maximum et on se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!